Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro. On se retrouve pour une analyse de thème avec aujourd'hui Oscar Pistorius. Alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est écrit comme ça, donc je le prononce comme ça. Donc si vous ne savez pas qui c'est, eh bien Oscar Pistorius est un ancien athlète sud-africain qui est né sans péroné, qui a été amputé sous les genoux à mi-tibia à l'âge de 11 mois. Il était, alors je dis il était parce que ça fait 10 ans je crois, il a été 10 ans en prison et il vient de sortir justement. Mais avant ça, il était spécialiste du sprint, connu et reconnu coupable du meurtre de sa compagne. Il a marqué l'histoire en devenant le premier athlète amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides. Alors je dis ça et puis en même temps j'ai vu d'autres sources qui disaient que c'était pas forcément le premier. En tout cas, il a été surnommé The Blade Runner en référence au film de Ridley Scott. Il est considéré comme un héros national en Afrique du Sud. Alors pareil, il était considéré parce qu'aujourd'hui je ne pense plus... voilà, c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est quand même un héros déchu. Mais en 2012, le magazine Time l'a inclus dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde, le qualifiant de source d'inspiration mondiale. Malgré ses succès, il a été impliqué dans la mort de sa compagne en 2013 et après diverses décisions de justice, il a été condamné à 15 ans de prison, mais il a bénéficié d'une libération conditionnelle en janvier 2024, c'est donc tout récent, pour avoir purgé la moitié de sa peine. Donc il n'a même pas fait 10 ans finalement. Alors, on va regarder son thème avec l'astrologie occidentale, l'astrologie indienne, et puis on terminera par l'astrologie uranienne. Alors, en astrologie occidentale, il est Scorpion ascendant Verseau. Donc, quand on regarde déjà cette combinaison, on a affaire à deux signes fixes. Deux signes fixes. Le Verseau, c'est un signe plutôt indépendant, rebelle, voire atypique, qui tient quand même un petit peu à se démarquer et qui a pour maître d'ascendant Uranus qui se trouve en Sagittaire. Donc on a un fond Sagittaire, là qui nous parle plus de liberté ou encore j'imagine du coup le Sagittaire avec sa flèche qui vise haut, qui a envie de prendre son envol et d'aller le plus loin possible. On a un soleil en Scorpion, un signe d'eau qui est intériorisé, profond, psychique, instinctif, persévérant. Donc le mix ici peut donner quelqu'un ayant une grande force intérieure avec le Scorpion, ayant du mal à accepter les contraintes ou encore l'autorité et qui en tout cas peut avoir cette envie de se démarquer et donc aussi de se dépasser. À côté de ça, on retrouve un Mars en Verseau dans sa maison 1. Donc ici, comme je l'ai dit, non je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est un signe d'air. Mars est une énergie de feu. Alors bien entendu, quand on veut faire du feu, eh bien on a besoin d'air. Donc ici, on voit vraiment la grande énergie. C'est dans la maison de l'ascendant, donc c'est directement ce qui le caractérise, ce côté martien. On retrouve le côté sportif, énergique, le côté leader également. Dans un signe d'air, comme je disais, eh bien, l'énergie va être intensifiée. Ça peut être quelqu'un de très excité, qui peut s'emballer assez vite. Et comme je le disais, il y a ce côté rebelle qui peut avoir besoin de s'affranchir, de se démarquer, qui peut aller à l'encontre des règles. Donc on peut aussi voir par cette combinaison quelqu'un d'assez agressif, impulsif, et notamment par ce carré que l'on retrouve entre Mars et le Soleil. Donc avec son soleil, on a plutôt une énergie sensible d'eau, qui d'ailleurs peut y avoir un conflit ici, puisqu'on peut avoir un soleil qui a cette tendance à s'intérioriser, qui peut être donc sensible, connecté à ses instincts. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Scorpion, l'énergie du Scorpion est aussi persévérante, parce qu'elle va toujours se connecter à ses profondeurs, à ce qu'il y a vraiment de plus profond. Donc là, on a un soleil plutôt intériorisé et en même temps, on a une personnalité qui est portée vers l'extérieur, l'élément air, avec en plus de ça un fond Sagittaire feu et Mars le feu également. Donc le mix de ces deux énergies, ça pourrait être assez intense. Donc voilà, donc le mix de ces énergies, en fait, ça peut faire déjà un mauvais caractère, parce que ça peut être quelqu'un qui est très axé aussi sur ce qu'il veut lui, sur le fait d'aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on lui impose, et en plus qui pourrait devenir agressif, qui peut démarrer au quart de tour. Je pense aussi à la combinaison Mars-Uranus, alors là qu'il n'a pas forcément, mais
Uranus, c'est la planète du Verseau, et on a cette énergie électrique combinée à un Mars, et qui en plus étant carré à son Soleil, peut vraiment y avoir quelqu'un qui d'un coup peut péter les plombs et avoir des réactions assez dangereuses. Et d'ailleurs ici, on pourrait regarder ce Mars comme une arme, puisque Mars c'est quand même la planète de la guerre, qui peut détruire ce qu'elle touche, et on pourrait justement y voir là symboliquement une arme qui va détruire son beau soleil en milieu de ciel, et donc sa réputation et sa carrière. Parce que un soleil en milieu de ciel, alors même si ici je disais qu'il était intériorisé avec le Scorpion, il a quand même ce besoin de briller, il a besoin de se montrer. La maison 10, c'est quand même la maison du Capricorne. Et c'est la maison où on gravit, c'est l'image de la montagne, on veut la gravir et puis on veut accomplir certaines choses, donc on peut avoir beaucoup d'ambition. Donc vous voyez le personnage quand même d'Oscar, déjà à la base on se dit ça doit pas être quelqu'un de très commode, voilà, quand ça va pas dans son sens, c'est pas je pense, ça s'est vu. J'ai regardé beaucoup de reportages du coup sur lui et puis on voit qu'en fait c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé, c'est quelqu'un qui peut tout simplement être dangereux et se mettre facilement en colère. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors comme je le disais, on a beaucoup d'énergie Scorpion, donc on a son Soleil, mais on a aussi Mercure, Vénus, le tout conjoint à Pluton. Donc, ça intensifie les énergies Scorpion. Donc, avec ça, on peut avoir quand même quelqu'un qui est connecté vraiment à ses instincts primaires. Alors, et c'est ça le Scorpion, ou encore Pluton. Ça dépend comment il est vécu, mais Pluton, c'est la planète du pouvoir, c'est la planète des profondeurs, on dit que c'est la planète des enfers, de la mort, ça peut être la planète de la manipulation, mais ça peut être aussi, tout dépend du niveau de conscience, la planète qui permet justement de sonder les profondeurs, de s'intéresser à tout ce qui est occulte, au mystère, au tabou, à la psychologie, à l'inconscient, toutes ces choses-là. Mais bon, dépendant comment c'est utilisé, le Scorpion nous ramène aussi vers tout ce qui est pouvoir, manipulation, sexe, etc. Sachant qu'en plus, ce Pluton-Mercure, ils sont connectés à sa Lune. Donc ça veut dire que toutes ces énergies Scorpion, son Pluton, c'est connecté à la Lune, donc son émotionnel. Ce qui nous ramène en plus, puisque la Lune est en Lion ici, donc la Lune en Lion, alors là je ne vais pas forcément développer, mais pareil, en Lion, il peut y avoir ce besoin de briller, il peut y avoir un côté aussi très égotique, où on a envie de luxe, de succès, d'être admiré, etc. Ça peut être un besoin profond. Et en plus, c'est connecté avec un soleil qui lui-même est en carré avec Mars. Donc, je vais peut-être y aller un petit peu fort, mais ici, on peut effectivement voir le profil d'un criminel dans le sens où on a un émotionnel qui peut être très instable, qui est connecté aux instincts, donc comme je disais, aux profondeurs, mais aussi à la noirceur. Et puis, on a quand même ces carrés, ces aspects de tension entre Mars, qui est quand même dans la maison de son ascendant, donc dans sa personnalité, donc potentiellement une personnalité impulsive, agressive, encore plus en Verseau, et on a tout ce mix qui est quand même connecté avec ses émotions. Donc, à mon avis, avec cette personne, enfin, je dis à mon avis, mais non, j'ai vu le reportage, donc maintenant c'est certain, mais c'est vrai que même sans voir le reportage de cette personne-là, juste à analyser le thème, on se dit, oulala, avec lui, ça doit être un petit peu rock and roll, enfin, je sais pas si c'est bien le mot, sportif, voilà, ça pourrait être le mot, sportif. Alors bien entendu, dans le côté positif, ça va lui donner beaucoup de volonté, de persévérance, d'ambition, comme je disais, de dépassement de soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça devient un petit peu une source d'inspiration, parce que le mec, il n'a pas de jambes, il naît sans jambes, enfin en dessous du genou en tout cas. Donc il vit avec des prothèses et il arrive quand même à participer aux Jeux Olympiques. Et puis, alors j'ai pas exactement regardé toutes les courses qu'il a pu faire, mais à rafler beaucoup de titres. Et d'ailleurs, on verra aussi avec le thème indien qu'il a ce potentiel à surpasser ses ennemis et puis avoir vraiment de la chance dans tout ce qu'il entreprend, quoi. En tout cas, au niveau sportif.
Alors autre chose qu'on peut dire, c'est Mars représente eh bien nos désirs, là où on va mettre notre énergie, notre volonté, voilà ce qui va nous animer, hein. Et ici, on l'a eh bien, dans la maison 1. Donc, il va y avoir, en plus de ça, un ego qui va être assez fort, donc un côté égoïste, un côté moi-je. En plus, je ne parle pas de la lune en lion, donc on a toutes ces énergies. Et puis dans le Verseau, alors c'est vrai que le Verseau, généralement, on dit que c'est l'autre, c'est le collectif, c'est le partage, la fraternité, les groupes, etc. Mais en fait, le Verseau, il a un côté très individualiste. Il y a cette tendance, vous savez, à aller contre les règles, se démarquer, etc. Donc, eh ben, il y a aussi ce côté très porté sur lui. Et puis, bah, ça intensifie le côté où quand ça va pas dans son sens, ça peut vraiment bouillir de l'intérieur. Peut y avoir des côtés vraiment obsessionnels qui peuvent le ronger, encore une fois, avec le scorpion. Et puis, bah, ces énergies un petit peu violentes qui peuvent ressortir. Donc, tout ça, on le voit quand même assez bien dans ce profil. Et puis, bah, on va terminer avec cet amas planétaire en milieu de ciel, hein. On en a déjà un petit peu parlé avec toutes ces planètes en Scorpion. Donc ici, Pluton en milieu de ciel peut nous parler de transformation au niveau de la carrière. Une carrière qui meurt, qui renaît. On verra ce qu'il va faire après, mais effectivement, il y a eu quand même des tribulations au niveau de sa carrière. On peut le voir au niveau du public parce que le milieu du ciel, c'est la carrière, sa place au sein de la société, l'image que l'on renvoie, les honneurs, etc. Donc, on peut le voir comme quelqu'un qui a été transformé, mais là, je pense aussi d'ailleurs à son corps, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des prothèses, des lames à la place des jambes. Donc, on peut le voir aussi de cette façon-là. Et puis, bah, bien sûr, on pense à la mort, hein. Pluton, c'est quand même la planète des enfers, de la mort. Et puis, on a une Vénus juste à côté, donc on pense à la femme, à tout ce qui est féminin. Alors, pas que, bien entendu, hein, on peut en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, ça nous fait penser à des relations toxiques, que ce soit la dernière ou que ce soit celle d'avant. Les relations doivent être assez tumultueuses avec un personnage comme ça, hein. Et puis surtout qu'ici, on a vraiment double dose entre Vénus en Scorpion, conjoint à Pluton. Bon. Et puis en plus, on a aussi ce carré entre la Lune et Vénus. Ça fait beaucoup de choses. Ensuite, on a un Mercure conjoint, donc Pluton. Donc là, on pense au côté psychologique. Alors, comme je le disais, c'est vraiment des positions qui peuvent... d'ailleurs, je fais un petit lien à moi, mais j'ai pareil, toutes ces énergies plutoniennes, Scorpion et 4 planètes en Scorpion. Donc, ça peut donner vraiment cet intérêt pour l'occulte, pour l'astrologie, pour la psychologie, pour l'inconscient, les mécanismes, etc., l'humain. Mais quand on ne s'intéresse pas à ces choses-là, eh bien, ça donne quand même cette perspicacité par rapport à ce qui se joue en l'autre. On peut détecter tous les mécanismes inconscients. Alors, c'est quelque chose aussi qui va être assez naturel, dont on ne va pas forcément se rendre compte. Mais on a cette faculté de capter les failles de l'autre et donc de se servir de ces failles pour manipuler l'autre. Avec Mercure, pour le blesser avec les mots. Il y a vraiment, on peut voir chez lui un côté très... quelqu'un de très... manipulateur, je cherchais le mot, voilà. Quelqu'un de très manipulateur parce que non seulement il peut réussir à détecter la psychologie, il peut blesser dans sa façon de parler, et puis dans sa personnalité, hein, on a toujours ce soleil qui est en carré à Mars. Donc, encore une fois, ça peut être... ces relations sont, je l'imagine, très, très intenses, n'est-ce pas? Alors après, c'est aussi, le Scorpion, c'est des personnes qui font pas les choses à moitié. Et donc, comme je disais, ça peut donner beaucoup d'obsessions, et dont on n'arrive pas à sortir, en fait, des boucles dans la tête qui font que on ne peut pas trop sortir de ça. Alors c'est la connaisseuse aussi qui parle un petit peu de... C'est pour ça que j'aime bien faire tous les profils de criminels, de psychopathes, parce que je sais que souvent on retrouve du Pluton, du Scorpion, et ça me fascine d'essayer de comprendre comment ils peuvent en arriver là, quoi. Donc, autre chose avec un Mercure en Scorpion et conjoint Pluton, eh bien, c'est le fait d'être
qu'on peut potentiellement, si on ne se maîtrise pas ou si on ne comprend pas trop ses énergies, etc., on peut être influencé par les énergies négatives. C'est aussi des choses qui donnent, des placements en tout cas, qui donnent beaucoup de dépression. On peut être influencé par le bas astral. Je pense aussi au fait d'avoir des pensées qui ne viennent pas du tout de nous, hein, qui peuvent entendre des choses. Je sais pas, je pense à ce meurtre qu'il a commis pour en arriver là, quand même tirer 4 balles sur sa copine avec qui il est depuis 3 mois. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une dispute pendant la nuit pour en arriver là. C'est qu'il y a vraiment quand même énormément... Ouais, en fait, j'imagine des boucles obsessionnelles dans sa tête qui font qu'à un moment, il vrille complètement, ou alors il entend des voix qui lui disent « Mais tue-la, elle veut te quitter !» Parce qu'apparemment, elle était en train de quitter la chambre. Il y avait son jean qui était par terre. Donc le mec n'a pas supporté. Et puis en plus, comme on l'a vu, la contrainte, les gens qui vont pas dans son sens ou qui ne veulent pas rester avec le grand Oscar Pistorius, ça doit le mettre dans des états de dingue, si bien qu'il a pété un plomb. Et comme je le disais, un soleil carré Mars, d'autant plus à l'ascendant, là, c'est des gens qui peuvent partir. Et puis en Verseau, qui fait que, c'est des personnes qui peuvent vraiment partir au quart de tour. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc Mercure, c'est aussi la mobilité, les déplacements. Hein. Donc ça, on l'a déjà vu, endurance, la capacité de se dépasser, de se régénérer, etc. Donc là, on peut aussi y voir le MC, donc le milieu du ciel, qui est conjoint à Pluton, qui est conjoint à Vénus. Alors là, je pense aussi à sa belle gueule avec Vénus, parce que... à la beauté, au charme, parce qu'encore une fois, le milieu du ciel va représenter l'image que l'on renvoie au public, donc bien sûr, il y a aussi de ça chez lui. Et puis, Mercure, la mobilité. Hein, Mercure, c'est quand même la planète des déplacements, du déplacement. Et des déplacements. Donc effectivement, une carrière qui peut être en lien avec la mobilité. D'ailleurs, je pense à Schumacher qui a aussi, je crois, un Mercure en milieu de ciel. Je ne sais plus quel autre... alors lui, c'est la voiture, mais... et puis d'ailleurs, accident de ski. Bon, je sais plus, j'ai plus son thème en tête, mais j'avais aussi étudié un petit peu ça. Bref, tout ça pour dire que on peut retrouver effectivement ça au niveau de sa carrière ou ce pourquoi il est connu. Les déplacements, et en plus de ça, les déplacements quand même rapides, notamment parce qu'on a un trigone également à Jupiter en maison 2. Donc, déjà, on pourrait penser qu'un Jupiter en maison 2, Jupiter amplifiant ce qu'il touche en maison 2, eh bien ça peut amplifier les possessions, la fortune. Déjà, je crois qu'il est né dans une famille assez aisée. Et puis bon, après, son compte en banque, il a bien entendu explosé. Donc un Jupiter en maison 2, c'est toujours de bon augure. Et là, en plus, il va amplifier les planètes qu'il touche. Donc ce qui va donner de l'ampleur. Donc là, je repense même en fait à ce côté obsessionnel et ces énergies noires qu'il peut avoir à l'intérieur, qui lui font péter un plomb et qui peuvent intensifier encore ce côté-là. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est non seulement la maison des possessions, mais c'est aussi la maison du corps, de la matière. Donc ici, ça va intensifier ses capacités corporelles, mobile, parce qu'on a aussi du Mercure, donc il y a vraiment une grande force intérieure, ce qui va lui permettre de surpasser tout le monde et puis de faire carrière dans le sprint. Et puis, écoutez, on pourrait, encore une fois, avec l'astrologie, on peut toujours aller voir tellement plus loin. On pourrait même étudier, tiens, c'est marrant de voir quand même un Chiron et puis une lune noire en maison 5 dans la maison du lion aussi. Bon, on pourrait aussi étudier ces lunaires, etc. J'arrive jamais à le dire, les nœuds lunaires, les nœuds lunaires. Bref, on va passer à l'astrologie védique pour pas que cette vidéo soit trop longue quand même, pour pas que cette vidéo soit trop... J'arrive pas à le dire, c'est pas possible. Pour pas que cette vidéo soit trop longue quand même, je vais réussir à parler, je l'espère. Voilà. Donc, allez, deuxième partie. Alors, en astrologie indienne ou védique, on a le soleil en scorpion, donc on le retrouve en scorpion. Donc ça, pour moi, c'est quand même encore quelque chose qui est intensifié, parce que c'est vrai que là, ça ne change pas de signe. Donc, dans les deux, on retrouve le scorpion. Et on a ici un ascendant Capricorne, ce qui va bien aussi avec ce côté ambition, où on a envie d'atteindre le sommet des montagnes. Et on le retrouve dans le nakshatra
Shravana. Alors, je ne connais pas en détail ce nakshatra, mais en tout cas, les personnes qui sont nées sous cette demeure lunaire, alors pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est que les nakshatras, eh bien, on a en astrologie védique des mini-constellations de 13 degrés 20 qu'on appelle les nakshatras ou encore les demeures lunaires qui vont être associées non seulement à des planètes mais aussi à des dieux et qui vont nous renseigner plus profondément sur les énergies, en fait, tout simplement. C'est des constellations qui, comme les signes du zodiaque, nous renseignent sur des énergies. Et c'est vrai que c'est toujours assez étonnant quand on les étudie profondément. Et là, d'ailleurs, on va le voir notamment avec le Swati Nakshatra. Mais bref. Donc, ceux qui sont nés en Shravana sont des personnes très sensibles. Et ça, je parlais du Scorpion, sur son côté vraiment très sensible. Ici, on voit bien que dans le Scorpion, eh bien, on retrouve un petit peu moins de planètes, mais on retrouve cette intensité dans ce nakshatra. C'est aussi des personnes qui ont du mal à distinguer ce qu'ils pensent eux ou alors les pensées qui peuvent venir de l'entourage par cette sensibilité. Donc là, encore une fois, on fait le lien avec le Scorpion. Et puis voilà. Et puis en fait, ce qui me traverse là, c'est, vous voyez, il y en a qui, je dis souvent dans les vidéos, mais parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce soit l'astrologie occidentale avec le zodiaque tropique ou le zodiaque sidéral, bah effectivement, on va pas avoir les mêmes positions, mais en fait, on va toujours retomber sur ses pattes parce que, la grille de lecture n'est pas la même, mais au final, ça veut dire un peu la même chose. Enfin, ça veut dire la même chose, c'est pas un peu la même chose. Parce que je pensais encore à autre chose, c'est que pour moi, ça donne vraiment... ça confirme les choses. Et puis, en plus de ça, on a d'autres informations selon l'astrologie qu'on utilise. Donc, je trouve qu'elles se complètent vraiment toutes. Et puis, le résultat est le même de toute façon, qu'on en dise plus ou moins. Donc, ce nakshatra, alors comme je le disais, le nakshatra dépend non seulement de déités, en lien avec la mythologie indienne, mais ça, on va mettre ça de côté, et également de planètes. Voilà, donc ici, ce nakshatra, eh bien, il dépend de la Lune. Voilà, de la Lune. Donc, on peut aussi faire le lien sur le côté sensible de ce nakshatra, puisqu'il est connecté à la Lune, et la Lune est sensible. Ici, en plus, elle est très forte en maison 7, puisqu'elle est chez elle en Cancer. Donc, ça peut nous parler de public, de visibilité, de succès. Voilà, le fait d'avoir une forte influence. Et ça peut également nous parler de la mère qui peut avoir beaucoup d'impact, beaucoup d'importance, enfin qui en a eu puisqu'elle est décédée quand il avait 13 ans, je crois. Mais c'est toujours elle qui lui a dit de se dépasser, qui n'a jamais fait de son handicap un handicap, mais justement, elle lui a toujours dit de le transformer en force, et c'est ce qu'il a fait. Donc, on peut voir... la place de la mère. Alors, on pourrait voir aussi ça avec l'astrologie occidentale par le fait que la Lune soit en Lion, par exemple. Et puis, ça peut être justement une maman qui va miser beaucoup sur son enfant et qui va pousser pour devenir le meilleur. Pour en tout cas transformer j'allais dire ses forces en faiblesse, mais non, le contraire, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc, ce qui saute aux yeux ici, c'est Saturne, c'est le maître d'ascendant, puisque ici il est ascendant Capricorne, qui se trouve conjoint au Soleil. Alors déjà, c'est marrant parce qu'en astrologie occidentale, il y a trop d'orbes pour que ces planètes soient considérées conjointes, mais en astrologie védique, elles sont conjointes à partir du moment où elles sont dans le même carré, on va dire, dans la même constellation, et ici du Scorpion. Donc on pourrait penser que déjà, la personne va devoir un petit peu persévérer avant de briller, puisqu'on a un Saturne qui ralentit toujours, qui demande beaucoup de travail et de persévérance pour atteindre certains sommets, ou pour briller tout simplement avec le Soleil. Mais ça pourrait également nous parler d'une chute de visibilité, ou le fait d'être séparé, parce que le Soleil représente aussi la vocation, la carrière en astrologie védique, et donc ici, peut y avoir une chute, en tout cas quelque chose qui vient ternir ce côté lumineux. On va le dire comme ça. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est que, rappelez-vous, je vous ai dit que dès la naissance, il avait
Il avait été amputé en dessous du genou à partir de 11 mois parce qu'en fait, dès la naissance, il est né sans péroné. Voilà, c'est ça. Et c'est super intéressant parce que la maison 11 représente les jambes, Saturne représente les os, il est le maître de l'ascendant, donc ça le représente lui, et le soleil brûle. Alors on sait que de toute façon, le soleil et Saturne, c'est pas des copains. Ils apportent généralement des problèmes d'os, de santé. Alors ici, pour ma part, j'ai la même configuration aussi. J'ai des problèmes de colonne vertébrale. Et puis je pense aussi à Bourvil, qui d'ailleurs lui est carrément... il a eu le cancer des os, hein, je crois que c'est ça. Soleil Saturne également. Alors souvent ça vient du rapport au père. Alors j'ai pas étudié pour Oscar, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas ça peut apporter des problèmes d'os, je sais pas comment le dire, de genoux également. Bon, là, on est carrément dans la maison des jambes. Et alors, ce qui est... alors, j'allais dire c'est étonnant, mais non, en fait. Mais il est né dans sa période planétaire, donc pour petit rappel, en astrologie indienne, on a le Vimshottari Dasha qui nous parle des périodes planétaires. Donc c'est comme le chemin karmique, notre chemin karmique qui va être sur 120 ans. Et comment ça se base ? Par rapport à la Lune. Donc là où était placée la Lune lors de notre naissance, elle est donc dans un nakshatra. Ici, chez Oscar, elle est dans Pushaya Nakshatra qui... Ce nakshatra est gouverné par Saturne. Et donc, il a commencé sa période planétaire avec Saturne-Soleil. Donc, ça veut dire que dès la naissance, ces planètes étaient actives. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec ce handicap. Ces planètes, il serait né avec la Lune, je ne sais pas, dans une autre constellation, une autre demeure lunaire. Et s'il avait démarré, je ne sais pas, moi, dans sa période de Vénus, peut-être que ce problème lui serait arrivé quand même, mais bien plus tard. Il est né pile dans la période planétaire de cette conjonction qui est quand même un petit peu dure. Pourquoi elle est dure aussi ? Parce que Soleil, il est maître de 8. Et la maison 8, ce qu'elle touche, elle le détruit. Donc ici, c'est comme si ça ce soleil lui avait brûlé en fait les jambes. Moi, je trouve ça incroyable. L'astrologie est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'autre ? Donc, on a une Vénus qui est très forte chez elle en Balance et en maison 10. Donc ça, c'est un très bon placement pour la carrière. Elle est maître de 5. Donc, maître de 5 qui peut nous parler de sport, de hobby, c'est aussi la maison des répétitions. Donc, c'est une maison qui va faire qu'on va répéter les mouvements pour devenir, pour ne faire qu'un avec le mouvement. Donc là, on peut effectivement le voir chez lui, hein, puisque pour devenir un sprinter, on s'entraîne et c'est par la répétition qu'on y arrive. Donc, ça représente aussi le sport. Alors, bien sûr, c'est pas que ça, c'est les amours. On peut se dire qu'il va rencontrer plein de relations sentimentales grâce à la carrière, ce qui est le cas. Ça représente également les enfants, l'éducation, l'intelligence également, toutes ces choses-là. On voit que, que c'est en Swati Nakshatra, ainsi que Mercure. Mercure, lui, représente la mobilité, comme on l'a déjà dit, et il est ici maître de 6. C'est une maison trique qui n'est pas forcément de bon augure, puisqu'elle va représenter les ennemis, les procès et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, on verra qu'au niveau de sa carrière, au niveau de son image publique, en tout cas, il y a beaucoup de procès. Mais c'est aussi la compétition. Et ici, on a quand même une Vénus qui protège sa maison et puis qui va lui donner de la très bonne énergie, avec un Mercure qui est quand même maître de 9. Donc pour rappel, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, des guides, de toutes ces choses-là, mais c'est aussi la maison de la chance, de la bonne fortune. Donc on voit entre la maison 9, donc dans la maison 10, qu'il y a quand même des belles énergies pour à un moment donné avoir une belle carrière. Bon, et puis ce qui est intéressant, c'est quand même de retrouver la maison 5, la maison 6, et donc bien sûr la maison 9, dans la maison ici de la carrière, et ce qui nous parle de sport, de compétition, de toutes ces choses-là. Et donc c'est là que je vous parle de Swati Nakshatra.
Et justement, ces planètes sont dans ce nakshatra et en plus, elles sont rétrogrades. Alors, le fait qu'elles soient rétrogrades en astrologie indienne donne encore plus de puissance. Et Swati, eh bien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est un nakshatra qui est gouverné par Rahu. En plus, on voit ici que Rahu, donc c'est le nœud nord, il est placé en maison 3. Maison 3, c'est vraiment la volonté, le courage, la force, le fait, c'est nos désirs également, mais le fait de vouloir atteindre ses objectifs. Donc ici, on a une grande énergie pour aller vers ses objectifs, une grande volonté. C'est aussi la maison de l'habilité, mais plus manuel. Bon, manuel, là, on n'est pas dans le manuel, on est plutôt dans les jambes. Mais en tout cas, voilà, va y avoir, c'est aussi la maison du déplacement, d'ailleurs. Voilà, la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Donc, on a une grande force parce qu'en plus, Swati Nakshatra donc, est gouverné par le dieu Vayu, le dieu du vent, qui se déplace très vite, qui a beaucoup d'endurance, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'ambition également, qui est d'ailleurs assez centré sur lui-même, qui a ce besoin en fait eh bien, d'aller toujours plus haut et limite de se faire remarquer. Ce qu'on retrouve avec son ascendant et son ascendant Verseau et surtout son Mars en Verseau, carré soleil, etc. Tout ce qu'on a vu en première partie. Et donc ici avec Swati, on retrouve ces énergies-là. Et puis surtout, quelqu'un qui va être très doué dans le mouvement. Donc voilà pour Swati Nakshatra. Alors on pourrait finir avec cet émotionnel qui part quand même en vrille. Alors ici c'est un peu moins visible qu'en astrologie occidentale où on a vraiment tous ces carrés avec Pluton, etc. Mais ici on a quand même un aspect de Rahu. Rahu ça reste quand même une maléfique qui va avoir tendance à apporter justement des obsessions. Mais surtout en fait on peut le voir, alors c'est pour ça que parfois c'est moins visible. C'est pour ça que j'aime bien avoir les deux astrologies parce qu'on voit quelque chose en astrologie occidentale, on va le voir. Puis on va regarder en astrologie védique et là par exemple ça va me pousser à regarder un petit peu plus. Alors si on met pas les trans-saturniennes on voit pas que l'astre est attaqué par Pluton. Après c'est quand même la Lune dépend quand même de Saturne et Saturne il est quand même vachement affligé par le Soleil maître de 8. Donc il y a ça. Enfin, on peut regarder dans le D9 et dans le D9 la Lune se trouve en Vierge et Mercure, qui est maître de la Vierge, se retrouve en chute. Donc maintenant, on va passer aux périodes planétaires et au transit, et puis on va directement aller au moment du meurtre pour voir si on pouvait le voir. Donc déjà, de 1993 à 2012, il est dans sa période de Mercure, donc comme on l'a vu, Mercure, la mobilité en Swati Nakshatra. Donc on a vraiment déplacement super rapide dans la maison de la carrière avec une Vénus ici, qui va, en plus c'est une bénéfique quand même, Vénus, qui est en plus forte chez elle, donc qui va protéger ce domaine et qui va lui donner qui va donner des fruits. Mercure, comme je disais, maître de 6 et maître de 9, la compétition, plus la maison de la chance. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve qu'en fait, il surpasse tous ses ennemis, il arrive à battre il arrive à battre tout le monde d'ailleurs. Ça devient vraiment un champion. Parce qu'on a aussi un Mercure qui est supporté par une Vénus qui est chez elle. Donc ici, tout va bien. Et puis on arrive à la période de Mercure-Saturne. Saturne, il n'est pas super à l'aise là où il est. Donc là, on arrive à la fin de sa période. Bon, ça va encore puisqu'il participe au JO de 2012. Mais c'est en septembre 2012 qu'il commence à perdre face à un adversaire. Et là, en fait, sa notoriété en prend un coup parce que déjà, il n'est pas content. Comment on peut le battre, lui qui est le meilleur. Et en fait, il va critiquer cette personne comme quoi elle aurait gagné à cause de ses prothèses qui sont plus longues, sachant qu'à chaque fois qu'on lui faisait une réflexion ou que les personnes du monde sportif faisaient des réflexions sur ses prothèses, comme quoi ça l'avantageait dans les courses, à chaque fois il disait qu'il n'avait aucun avantage grâce à ça. Donc là c'est un petit peu gonflé de sa part de dire que son adversaire a gagné par rapport à lui de quelques secondes parce que lui il a des prothèses plus grandes ou je ne sais quoi. Donc en fait aux yeux du monde il commence à perdre vraiment de sa superbe. Il y a énormément de gens qui sont déçus par rapport à ça. Et vous vous rappelez ce Saturne-Soleil où on disait que peut y avoir une chute de la notoriété, de la visibilité. Alors ça, c'est pas forcément de la visibilité, mais des honneurs en fait. Parce que le Soleil représente, certes,
la visibilité, mais les honneurs, la carrière, etc. Donc là, déjà, il commence un petit peu à se salir lui-même, hein, parce que, alors j'ai vu le reportage, effectivement, on a envie de lui foutre 3 baffes en disant, non mais t'es gonflé quand même. Donc voilà. Et puis c'est là que le côté sombre d'Oscar, finalement, surgit. Alors si on va un petit peu plus loin dans les périodes planétaires, parce que vous savez, on a la grande période de Mercure. Là, en fait, d'ailleurs, toute sa carrière professionnelle s'est faite sur la grande période de Mercure. Et ça se comprend, comme je le disais, Mercure, Maison 10, Swati Nakshatra, etc. Là, il est sur sa fin de période de Mercure. Dommage pour lui. C'est là où ça se complique. Et en fait, on pourrait étendre Mercure-Saturne et aller à une interpériode. Alors attendez, on a période planétaire, à chaque fois je confonds. On a, je le sais en indien, mais pas en français. Donc on a la grande période, la sous-période et l'interpériode. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là. Et alors, petite chose rigolote, c'est que la dernière fois, je voulais rechercher l'info parce que je me souvenais plus, c'était d'abord sous-période, interpériode, etc. Et j'ai fait donc des recherches sur Internet et je suis tombée sur mon propre site. Voilà, merci les fous d'astro. Donc, en fait, on voit qu'il est en Mercure, Saturne, Mars. Et vous vous rappelez, ce Mars qui est en carré avec son Soleil, donc sa visibilité, sa notoriété, les honneurs, donc c'est pendant cette période qui se flingue lui-même en fait. Et ouais, je suis en train de réaliser que oui, Mars, son ego là, son côté assez impulsif, agressif, il réfléchit pas trop à ce qu'il fait parfois ou à ce qu'il dit. Bon voilà, il entache un petit peu son soleil. Voilà, encore une fois là, on a un lien entre l'astrologie indienne et l'astrologie occidentale, vous voyez ? Parce que le carré Mars, on le voit dans l'astrologie védique, puisqu'on compte 4 cases entre les deux. Mais c'est des choses vachement plus évidentes, je trouve, à l'œil en astrologie occidentale. Bon allez, je continue, parce que je m'étends un petit peu trop là. Et puis ensuite, au moment du meurtre de sa compagne, c'est pendant la période Mercure-Saturne-Rahu. Et en fait, en astrologie védique, au niveau des transits, on va sélectionner la période Mercure, Saturne, Rahu et on va voir ce qui se passe dans ces transits. Et donc, si on regarde à ce moment-là, donc on retrouve Saturne et Soleil, cette fameuse combinaison qui est pas tip-top, dans sa maison 10, dans la maison de la carrière. Le Soleil, toujours maître de 8, donc il peut porter préjudice à lui-même, puisque c'est son maître d'ascendant, donc Saturne va le représenter lui. Et Saturne est aussi maître du domaine des finances, donc ça peut aussi avoir une conséquence sur ses finances, ce qui est forcément le cas. Les deux sont en Swati Nakshatra, qui dépendent encore de Rahu, qui est activé. Rahu, vous savez, qui envoie un aspect sur cette lune, la visibilité, alors c'est plus le soleil, la visibilité, mais la popularité, le public. Donc là, et puis dans la maison 7 aussi. Mais la lune, bien entendu, c'est aussi la femme. Et en plus, la maison 7, c'est le partenaire. Rahu, qui lui se trouve là en scorpion, donc sous la coupe de Mars. Mars, qui est lui-même en scorpion, donc qui est très fort, et on sait que son Mars lui joue un petit peu des tours, qui envoie un aspect sur la maison 5, la maison des amours, qui est lui-même conjoint à cette fameuse lune, la femme, le public, qui est maître de 7, le partenaire. Jupiter est maître de 3 et de 12, donc des maisons. La maison 3 est une maison Upshaya, qui s'améliore avec le temps, mais c'est pas non plus la meilleure des maisons. Et puis la maison 12, ça reste une maison trique qui nous parle de séparation, qui nous parle de dissolution, de fin des choses. Et on a Ketu, le nœud sud, qui est considéré en astrologie indienne comme une maléfique, qui nous parle de détachement. Tout ça dans une maison gouvernée par Vénus, puisqu'on est ici dans la maison du Taureau, qui, elle, se retrouve en chute dans la Vierge. Donc ça veut dire qu'en plus, cette maison, elle est même pas soutenue. Donc c'est comme s'il y avait tout qui dégringolait d'un coup, quoi. Donc voilà pour l'astrologie indienne. Donc on voyait aussi, on pouvait voir aussi toutes ces choses-là. Et puis, vous voyez encore une fois que quand on combine le tout, c'est encore plus visible. Et maintenant, on finit rapidement sur l'astrologie
uranienne, et vous allez voir qu'en astrologie uranienne, bah, c'est carrément marqué, quoi. Ah non, mais c'est vrai que avant de passer à l'astrologie uranienne, j'ai complètement oublié de vous parler de sa révolution solaire avant ce drame. Mais alors, je vais y aller très très vite. Alors, comme on peut le voir, eh bien, on a quand même un beau, enfin beau, je ne sais pas si on peut dire que c'est beau, mais un Pluton Mars dans la maison 8. Donc de nouveau ici, on a des énergies très martiennes, des énergies qui peuvent vraiment faire des dégâts, parce que Pluton, Mars, c'est un peu comme une arme, hein. Dans la maison 8, donc la maison 8, pareil, c'est la maison de Pluton, la maison du Scorpion, ou encore de Mars, hein, en premier maître quand même du Scorpion. Et on voit que cette conjonction, qui est déjà assez violente, eh bien, elle est en carré avec Uranus. Et en plus, on peut voir que Uranus est à 4 degrés, Mars est à 3 degrés, donc elle est vraiment très très proche. Et Uranus, on voit, il est en bélier, ce qui nous ramène à Mars, Mars et Pluton sont en Capricorne, ce qui nous ramène eh bien, à Saturne. Saturne conjoint à Vénus, et Vénus est le maître d'ascendant de cette révolution solaire, puisqu'on a un ascendant taureau. Donc on voit que ça peut toucher éventuellement le natif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Lune qui est en carré à Jupiter. Jupiter qui est quand même maître de 8, puisque c'est le maître du Sagittaire. Et on a la Lune qui est en Poisson, et puis on voit ce Neptune qui est lui-même en carré avec le Soleil. Bon, alors je le passe vraiment très très vite parce que ça fait déjà 40 minutes de vidéo, et que je voulais en faire une courte, et que je voudrais vraiment vous montrer l'aspect uranien. Mais déjà rien que dans sa révolution solaire, alors après on peut voir les résonances avec le thème de base, et puis les superposer également pour voir comment ça interagit avec les planètes natales, etc. Mais rien qu'en regardant cette révolution solaire, donc qui est un avenant, on va dire, au contrat de base, donc la carte natale, on voit qu'il y a des énergies quand même très très dures. Alors est-ce qu'on peut dire, rien que par rapport à ça, qu'il va y avoir un meurtre? Peut-être pas non plus, mais en tout cas, quand on sait ce qu'il y a eu et qu'on voit eh bien, la carte, la révolution solaire en fait, d'Oscar cette année-là, bah, on comprend un petit peu qu'il y a eu des énergies vraiment de tension, de violence, d'accident, parce que Uranus, Mars, et ben d'ailleurs je vous en parlais avec le Mars en Verseau, qui me faisait penser à un Mars-Uranus qui est typique de la figure de l'accident, avec un Pluton à côté, dans une maison 8, avec... Enfin voilà, il y a tout un mix qui fait qu'on se dit quand même que cette année-là, il va y avoir des petites choses tendues au niveau des énergies. Bon, je passe à l'astrologie uranienne. Allez, donc ici, j'ai mis le ciel de transit du 14 février 2013. Alors, je l'ai mis vers 3h, 4h du matin, parce que c'est à ce moment-là que le drame a eu lieu. Donc, si je me mets sur l'ascendant de transit, eh bien, on voit qu'il va directement sur le MC. Donc, en astrologie uranienne, l'ascendant va représenter l'environnement. Le milieu du ciel va représenter le natif lui-même. Donc, ici, on a vraiment eh bien, le natif dans son environnement. Donc, là, on voit la superposition de l'ascendant sur le MC. Et c'est là-dessus que je vais poser la croix et voir où est-ce qu'elle nous mène. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on peut voir qu'on a un ascendant Hadès. Donc, c'est au mi-point, en fait, d'ascendant Hadès. C'est également au mi-point d'Hadès Neptune et de Neptune nœud nord. Donc, si on fait la traduction par rapport à ce qui est dit, donc par rapport à ces planètes, on a, en gros, alors là, je vais faire vraiment la traduction même, on a les connaissances ou encore les liens avec l'ascendant nœud nord. AS, donc ascendant Hadès, on a eh bien, l'environnement qui est malade ou qui est sale ou des choses qui manquent parce que Hadès c'est ce qui n'existe plus ou c'est aussi des actes ignobles, hein, d'ailleurs Hadès, donc c'est quelque chose qui peut être assez horrible au niveau de l'environnement. Ensuite, on a Hadès Neptune. Donc ça, Neptune, c'est la confusion, le flou, etc. Hadès, comme je disais, les coups bas. Donc ça peut être des coups en traître, la destruction. Et enfin, Neptune nœud nord. Nœud nord nous parle des attaches, des relations. Neptune, ce qui se dissout. Donc ici, ce qui dissout la relation. Donc finalement, on a les liens, les connaissances qui amènent vers un environnement où il y a des choses malades ou qui manquent suite à un coup en traître, quelque chose qui détruit et qui peut dissoudre une relation. Bon, là, on peut voir tout à fait le lien. Alors, il faut le mettre en meilleur français, bien entendu. Mais là, vous verrez d'ailleurs, si vous voulez aller voir l'article sur le blog, je mets vraiment
eh bien, les figures avec la traduction. Ensuite, on trouve également lune Admet. Admet, alors je sais pas, enfin je sais pas si vous vous rappelez, mais si vous n'avez pas regardé mes vidéos sur la nouvelle lune, non, ou les anciennes vidéos, j'en parle souvent d'Admet. C'est vraiment ce qui ne bouge plus, ce qui est immobile. Donc ici, on a lune Admet, alors ça peut représenter la femme qui ne bouge plus. Ça peut être l'heure de la mort, puisque la lune représente aussi l'heure. Ça peut être la mer, enfin ça peut être d'autres choses. Les émotions aussi, où on devient complètement alors insensible, ou alors vraiment suite à un choc, comment on pourrait dire, où on bouge plus, vous savez, on a fait quelque chose et on bouge plus, parce que la lune, ça représente aussi les émotions. Mais là, on pourrait le voir effectivement comme une femme qui ne bouge plus, et en plus, on a également Uranus. Donc, si je traduis, la mort de la femme, ou l'heure de la mort, avec l'heure de tension, ou quelque chose qui arrive soudainement avec Uranus, la mort soudaine d'une femme. Voilà. Ensuite, si on passe au second schéma, donc vous avez vu, je vais vite, hein. Y a beaucoup d'autres figures planétaires qu'on pourrait étudier, mais voilà, je pense que là c'est suffisant. On va faire le tour comme ça. Donc là, je me suis mise sur le milieu du ciel de transit, qui arrive directement donc sur le milieu du ciel Pluton au natal. D'accord ? On a donc milieu du ciel Pluton, on a également, ça pointe directement sur le Uranus natal, on a lune Admet, on retrouve encore lune Admet, et puis on a une figure, alors ici il arrive pile au milieu de soleil Mars, alors le soleil Mars dont on a beaucoup parlé notamment en astrologie occidentale, qui est en plus de ça, Vulcain est au mi-point de Mars-Soleil. Vulcain, c'est une énergie très très puissante, violente, ça peut être influente aussi, mais bon, voilà, un soleil Mars Vulcain, généralement, c'est quelque chose, bon, je vous ferai la traduction après, et ça arrive sur un Saturne point bélier qu'on peut voir, mais aussi le mi-point Soleil-Lune. Et Soleil-Lune, ça représente soit sa partie masculine et féminine, mais ça représente aussi le couple. Donc si je fais la traduction ici, on a donc MC, donc le natif, et Pluton. Alors en astrologie uranienne, Pluton, il est plutôt vu comme la transformation, l'évolution. Alors en astrologie, dans les autres astrologies aussi, mais il est un peu moins, je trouve, néfaste en astrologie uranienne que par exemple en astrologie occidentale, où c'est vraiment la planète de la mort, de la transformation, certes, mais généralement c'est des coups durs qui arrivent et qui font qu'on va être obligé de se transformer. Ici, ça peut être tout simplement l'évolution de quelque chose. Mais ici, donc on a l'évolution du natif, MC Pluton, qui arrive de manière soudaine, qui est en lien avec l'heure de la femme ou l'heure de la mort, vous vous rappelez, le lune Admet, égale à l'homme qui fait preuve de violence, le soleil Mars Vulcain, qu'on a vu, et qui donne la séparation de l'homme et de la femme, du couple, ou ça peut être aussi le côté, la séparation de lui-même, enfin une épreuve, parce que Saturne c'est aussi l'épreuve, une grosse épreuve qui le coupe. Alors, pas littéralement, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui le fracasse. Et j'ai envie de dire, on peut aussi faire le lien avec ce Saturne-Soleil qui met fin à sa carrière, qui met fin à sa notoriété, etc. Ensuite, j'ai voulu voir sur quoi tombait ce Saturne, parce qu'on voit que le Saturne de transit tombe directement sur Admet, et ça, on a vraiment deux planètes qui sont quand même hard, qui nous parlent d'immobilisme, d'épreuves, même de mort, de choses qui sont dures, qui sont ancrées dans le... Enfin, pour moi, c'est des choses qui ne bougent plus, qui mettent fin à des choses, en fait. Voilà, on va le dire comme ça. Donc ici, on peut voir que ça pointe sur quoi? Donc on a cette figure qui pointe directement sur le nœud nord. Donc le nœud nord, les relations. Donc ici, nœud nord au mi-point de Saturne Admet. Alors c'est pas au mi-point de Saturne Admet, pardon, mais qui est en lien avec Saturne Admet, la rupture de lien. On a ascendant Uranus aussi, donc l'événement soudain au niveau de l'environnement. Et alors là, en plus, la figure qui nous parle vraiment de l'arrêt soudain de quelque chose ou encore de la mort, eh bien, c'est le Mars-Saturne au natal, le décès dans les attaches. Et d'ailleurs, on peut le voir, on a ce Saturne-Mars qui tombait direct au natal sur le lien, sur un point personnel, ainsi que sur l'AS, l'ascendant Uranus. Donc là, on a 2 points personnels. Donc on pouvait se dire déjà...
voilà, il avait quand même un billet de naissance avec quelque chose voilà, quelque chose de dramatique qui pouvait quand même se produire. Bon, je m'arrête ici parce que sinon je vais m'étendre sur la vidéo pendant que je regarde encore quelle figure on peut trouver. Je vais m'arrêter là. Pour terminer, on n'a pas l'heure de naissance de Rive, de Rive, je me souviens plus de son nom de famille, mais bon, de la femme qui l'a tuée. Mais on voyait aussi dans son thème, eh bien, elle avait des figures aussi quand même assez compliquées, puisqu'il y avait un Pluton-Saturne conjoint en carré avec Mars. Et je crois aussi qu'elle avait un Uranus carré Soleil-Vénus. Alors, j'ai pas son ascendant, mais pour peu qu'elle soit ascendant Lion ou ascendant Balance, ce qui serait pas forcément étonnant, eh bien, on avait quand même des choses voilà, des énergies un petit peu compliquées aussi dans son thème. Et parfois, je me dis, c'est dingue parce que parfois, on va attirer des personnes qui vont nous faire vivre ce qu'il y a dans notre thème. Voilà, bon, je m'arrête ici. Ma vidéo est bien assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Si elle vous a plu d'ailleurs, eh bien, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!